Bonjour à tous, bienvenue sur Medscape France. Benjamin Davido, médecin infectiologue à Gare. J'ai le plaisir de recevoir un confrère et ami, le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique à Lille. Bonjour Philippe. Pour faire Bonjour vite, à tous, bonjour Benjamin. dans le Je début t'écoute du attentivement. sujet. Non, je t'en prie, on va rentrer dans le début du sujet qui est la médecine, non pas de 2025, mais un vrai défi, puisqu'on a fait la moitié jusqu'à 2050, la moitié du trajet. C'est essayer de se projeter comme on est en 2000, aujourd'hui en 2025, cette fois-ci en 2050. Et pour te mettre directement dans le bain, parce que c'est un des traitements notamment dont on parle beaucoup en ce moment et qui a en partie été a révolutionné ces dernières années et qui, je pense, en 2050 sera toujours un traitement d'actualité, c'est celui des biothérapies. Et ma question, pour faire simple, c'est ces fameux traitements un peu personnalisés, comme on a pu connaître dans un autre registre, l'ARN messager. Est-ce que tu penses que ça sera notre quotidien, notamment pour le cancer, mais aussi pour les maladies infectieuses, dans un contexte particulier d'accélération du risque épidémique? Et on en a en particulier, peut-être tu pourras revenir dessus, sur le chikungunya et ce contexte climatique en 2025. Et quel est notre risque finalement, dans les 25 prochaines années, en 2050, d'expérimenter à la fois ces nouveaux traitements face à un risque infectieux omniprésent? Les biothérapies ont un grand avantage qu'on n'avait pas depuis des années, c'est le ciblage. On cible précisément le problème du patient. On a des médicaments qui marchent sur 30% de la population, 20%, et on n'est jamais sûr d'identifier les 30 ou 20% qui vont en bénéficier. Donc la biothérapie d'abord, c'est ça, c'est le ciblage. Là où on le ressent le mieux aujourd'hui, c'est dans le cancer, puisqu'il y a plusieurs types de cancers, il y a plusieurs formes de types de cancer, donc on cible au mieux et on a les résultats qui sont absolument remarquables et les progrès qu'on connaît aujourd'hui. On a les mêmes choses qui commencent à venir dans les maladies neurodégénératives. Il va falloir avoir ça également dans les maladies infectieuses, en particulier non seulement sur l'infection elle-même, pour laquelle on a bien sûr des vaccins, des traitements, des antibiotiques, mais aussi sur les complications de l'infection. Tout le monde ne fait pas des complications d'infection. Là encore, on a un ciblage à faire sur la prise en charge au travers de l'immunothérapie, puisque une partie des réactions adverses dans les infections et dans les grandes épidémies, on l'a vu encore dans le Covid, c'est justement la réaction immunitaire. Donc un contrôle en immunothérapie ciblé chez les gens qui en ont besoin sera essentiel et sera un progrès majeur. Oui, et clairement, on a un excellent exemple, tu as raison, c'est cette redécouverte de ce prix Nobel de médecine qui était la cortisone, que maintenant on utilise en infectiologie, alors qu'il y a 20 ans, c'était quelque chose qui paraissait complètement fou d'agir sur le système immunitaire. Bah, écoute, c'est très clair. Une autre petite question peut-être un peu plus globale, qu'on a tous sur les lèvres, c'est celle de l'intelligence artificielle pour ouvrir cette boîte de Pandore. Comment est-ce que tu penses que cette IA pourrait redéfinir les contours de la médecine en 2050? Et comment elle pourrait également anticiper les défis éthiques finalement liés à son omniprésence? Et je pense que ça aussi, c'est un enjeu. Et puis, question ultime et un peu provocatrice, penses-tu qu'il y a des professions, dans les professionnels de santé, qui vont disparaître en 2050 du fait du remplacement par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Peut-être que ce mot, d'ailleurs, tu reviendras dessus, est un petit peu galvaudé. Et je terminerai juste sur, à l'inverse, en 2025, on a vu à quel point la visio, l'informatisation, mais aussi même l'IA grossièrement avait révolutionné nos moyens de communication. Est-ce que tout ça, ça va pas être notre quotidien en 2050? Alors, ce sera notre quotidien, mais pour améliorer notre présent. Pourquoi? Parce que déjà, dans intelligence artificielle, et on va rajouter générative, c'est-à-dire qui apporte des nouvelles choses, il y a intelligence et qui là est un mot galvaudé. Qu'est-ce que fait une intelligence artificielle? Qu'est-ce que fait ce qu'on appelle un grand modèle de langage, comme ChatGPT, comme DeepSeek? Il prend un mot que tu lui donnes et il va calculer la probabilité du mot suivant dans un contexte donné. C'est tout ce qu'il fait. Si tu lui dis bonjour, le mot le plus fréquent qui vient après bonjour dans un contexte, c'est aussi bonjour. Donc on a toujours l'impression d'une âme au sein de cette intelligence artificielle qui est totalement construite par nos esprits. Une intelligence artificielle permet d'accéder à des données et une mémoire collective extrêmement importante. On a bien sûr cette connaissance quand on est médecin, mais on ne peut pas nécessairement être à jour de toutes les dernières nouvelles, de toutes les dernières initiatives. Ça va donc nous permettre d'améliorer notre fonctionnement. Le deuxième élément qui va être C'est-à-dire un important, super cerveau de stockage, en fait. exactement, où on va aller puiser. Et quand quelqu'un comme Elon Musk avec Neuralink veut implanter des puces, c'est pour ça. C'est-à-dire que on n'augmente pas nécessairement la capacité à penser, mais la capacité à aller chercher des informations dans un temps très rapide et à les Super. synthétiser.
c'est ce que fait l'IA aujourd'hui, et on est clairement à un temps de révolution. On a eu Gutenberg, on a eu Internet, maintenant on a l'IA. Et il faut que les médecins s'y mettent, se familiarisent. Pas parce que ça va les dépasser, non, mais simplement parce que c'est un outil absolument formidable pour gagner du temps de cerveau médecin. C'est des tâches qu'on automatise. Ça ne va pas générer des grandes hypothèses. Ça va nous aider à prendre des décisions, mais pas à prendre les décisions à notre place. Et donc, Donc la ça sera réforme. verified by humans en vrai. Ça sera vérifié par Exactement. l'homme. Ce sera non seulement vérifié par l'homme, parce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle a ses limites. Je vais prendre juste un exemple. Quand on lui demande si l'intelligence artificielle est sûre de ce qu'elle dit, on l'a testé nous-mêmes dans notre équipe, elle répond toujours oui, il y a 8 chances sur 10 que je ne me trompe pas. On n'a pas compris pourquoi elle disait ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'être humain, parce que l'intelligence artificielle est entraînée sur des données humaines, quand tu es sûr de ce que tu affirmes, c'est toujours entre 80 et 100% de chance. C'est la nature humaine. En réalité, il y a des probabilités derrière l'intelligence artificielle qui permettent d'ajuster cette précision. Donc, il faut toujours vérifier. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui avec ChatGPT, et relisez toujours ce qui est dit, parce qu'il y a des hallucinations, parce qu'il y a des sujets hors contexte, et parce qu'il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la question posée. Écoute, c'est très clair. Donc, je me dis qu'en 2050, a priori, de mon jeune âge, je serai toujours, avec mon stylo, mon stéthoscope et mes outils diagnostiques de clinicien et ça, je pense que pour le coup, l'IA pourra pas nous l'enlever. C'est clair. Sur peut-être un autre sujet qui sont les maladies chroniques, ça fait un petit peu le pont finalement de ce qu'on disait. On a parlé tout à l'heure des biothérapies, du traitement et des traitements ciblés et je comprends bien la logique finalement qu'on essaye dans l'absolu de peut-être pas de guérir, mais en tout cas de proposer des traitements affinés sur 100 de la population parce qu'il y a des gens qui sont en dehors des courbes Gauss. Dans le cas de ces maladies chroniques, comment est-ce que tu imagines la prise en charge de ces patients dans 25 ans? Et quelles innovations ou changements sociétaux pourraient notamment alléger leur impact sur les au niveau, pardon, du patient, pardon, et aussi sur l'hôpital et le système de santé? Est-ce que d'après toi, finalement, ma question pour la reformuler, les soins vont radicalement changer? Et est-ce que la notion de santé, à l'inverse, du côté du patient, va elle aussi complètement changer? On peut imaginer que, bah, demain, on ait une puce implantée et qu'on se diagnostique avec son smartphone et que finalement, la médecine, on parlait tout à l'heure de l'IA et de l'homme qui vérifie, la médecine devienne un outil secondaire de son propre diagnostic en tant que patient. Alors, je crois que vraiment, on est dans un processus de temps et de changement de paradigme sur la médecine. 19e, 20e siècle, la grande force, ça a été alors non pas faire disparaître les maladies infectieuses, mais réellement les mettre sous contrôle humain. Et aujourd'hui, les problèmes, c'est qu'elles n'ont pas disparu. Avec le réchauffement climatique, elles risquent de réapparaître. Donc, il faut qu'on contrôle. Mais quand on traitait une maladie infectieuse, on avait un microbe, une maladie, un traitement, et on était guéri, jusqu'à en rattraper un autre. Dans les maladies chroniques qu'on voit de plus en plus, et c'est essentiellement lié à l'allongement de l'espérance de vie, grâce justement au contrôle des maladies infectieuses, il faut revenir aux prémices, on ne guérit plus d'une maladie. On va vivre avec. On a une hypertension artérielle, on a un infarctus du myocarde, on va prendre des traitements qui nous permettent de vivre le moins mal possible, voire le mieux possible avec ces maladies. Si on prend la maladie d'Alzheimer, c'est justement une maladie qui, elle aussi, est en train d'évoluer. On va avoir des thérapies, on va avoir des préventions, comme dans les maladies chroniques. La bascule s'est faite avec le sida. Le sida, c'était une maladie infectieuse systématiquement mortelle. Le sida est devenu, pour beaucoup, une maladie chronique. Il faut Au même prendre titre que le diabète, absolument. exactement, au même titre le diabète. Donc, le concept de maladie chronique, je ne parle pas des ALD, on est bien sûr, mais le concept de maladie chronique va remplacer le concept de contrôle des maladies infectieuses. Mais il va falloir quand même contrôler ces maladies infectieuses pour éviter qu'elles viennent obérer la probabilité de survie des gens qui ont des maladies chroniques. Ça, c'est important. Donc, on est dans ce concept. Donc, il faut bien comprendre que la prévention va être essentielle pour maintenir la maladie chronique. La prise en charge personnalisée, elle aussi. La biothérapie ciblée, elle aussi. Et surtout le suivi. Le suivi va pouvoir être fait, puisque ces petits outils d'intelligence artificielle dans une maladie bien contrôlée va permettre encore de la mieux contrôler. On le voit pour le diabète avec les boucles glycémiques et insulines qui se développent actuellement de manière importante. On va le voir également dans d'autres maladies. Donc en effet, on Ouais, va les fameux pouvoir avoir capteurs sans fil là, d'autocontrôle. exactement, ces capteurs sans fil d'autocontrôle avec ces boucles de régulation, on va en avoir de plus en plus, ça va être de plus en plus utile. Donc finalement, le contrôle que va pouvoir avoir le médecin, c'est pas forcément la consultation tous les jours. Là encore, ça lui laissera plus de temps pour s'occuper des malades, mais
plus exactement le contrôle des différents capteurs qui vont lui déclencher des alertes dans des centres de diagnostic qui pourront à ce moment-là avoir la bonne action ciblée sur le bon patient en maladie chronique qui en aura besoin. Donc si je te comprends bien, en fait, finalement, on aura toujours besoin des médecins, mais avec un registre et des outils différents, notamment sur l'IA, notamment qui repose sur le patient qui est capable finalement de jouer une étape en amont et qui finalement va changer la façon dont on va soigner les patients. C'est très, très clair. Peut-être ma dernière question, qui finalement, d'ailleurs, synthétise un petit peu l'ensemble des éléments qu'on a abordés. Si maintenant on va sur le volet de la prévention et de la santé publique, quelle innovation ou stratégie, d'après toi, en médecine préventive, permettrait justement d'anticiper ces maladies en 2050 et d'impliquer les patients dans ce processus? À quoi je fais référence? Finalement, je fais référence à cette révolution. D'abord, dans le dictionnaire, le mot PCR qui pour, tous les Français et tous les gens du monde signifiait, test diagnostic de la Covid et puis tout simplement ces autotests. C'est vrai que nous, même en tant qu'infectiologues, il y avait, ce 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 sésame qui était le test PCR, qui est un test qu'on réservait et qui s'est vraiment largement démocratisé. Est-ce que finalement dans le cadre de cette prévention, bah, tu penses qu'il y a beaucoup d'outils comme ça qui vont se généraliser? Comment est-ce que tu imagines que la prévention peut changer en 2050? Aujourd'hui, la France est un pays de modèle biomédical, c'est-à-dire qu'on est très fort pour traiter maladies, pour prendre les gens en charge, pour sauver les gens qui font des infarctus et autres. En revanche, en prévention, on est toujours en retard, pour l'instant. Ah, je valide, Mais je on valide. peut tout à fait imaginer que la prévention, ça passe aussi beaucoup par l'incitation. On l'a vu pour la vaccination Covid. C'est de l'incitation qui était de la prévention, simplement parce que si on n'allait pas se faire vacciner, on allait avoir des vacances où il fallait rester à la maison, on ne pouvait pas sortir au restaurant et on ne pouvait pas partir et prendre le train. Donc, ces éléments de prévention montrent que la prévention, c'est pas toujours ah, il faut arrêter de fumer, ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça peut être des éléments indirects et ça va se développer dans les stratégies de communication. Ensuite, avec la numérisation de beaucoup d'informations, le développement des montres connectées, on détecte aujourd'hui beaucoup plus de fibrillation auriculaire qu'avant. La fibrillation auriculaire, Absolument. pour tomber dessus au moment de CG, eh ben, les montres connectées, en particulier celles qui relèvent la fréquence cardiaque ou même mieux celles qui font des ECG, permettent de prévenir finalement des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus mésentériques ou autres, myocardiques ou mésentériques, grâce à l'anticipation de ça, à mettre les gens plus rapidement sous anticoagulants. Donc, c'est tous ces éléments qui vont nous permettre, grâce, là encore, à la numérisation, à la digitalisation, de pouvoir guider très spécifiquement et de manière très ciblée la prévention. Si vous dites à tout le monde, ben, il faut faire du sport, il faut arrêter de fumer, ça marchera jamais. Si vous identifiez, rêvons au sein du DMP, une série de valeurs qui font qu'une intelligence artificielle qui passe derrière met en évidence un point très particulier, le signal pourra se faire spécifiquement pour le patient. Donc on passe d'une prévention généralisée et rarement peu efficace, si ce n'est pour ceux qui sont en bonne santé, donc avec un bénéfice relativement limité, à une prévention qui sera beaucoup mieux ciblée, qui sera primaire et secondaire, et qui permettra aux gens finalement d'être beaucoup plus motivés et d'aller dans cette direction de prévention, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils préfèrent, c'est passer à l'urgence ou appeler leur médecin traitant. Ouais, donc si je te comprends bien, finalement, cette notion la question que j'allais te poser, qui était l'acceptabilité de rentrer dans ces processus de prévention, parce que finalement, c'est difficile de se bagarrer contre quelque chose que tu ne vois pas, tu ne sais pas si tu vas l'avoir, tu ne sais pas si tu vas faire un infarctus, c'est pas ça. Finalement, les gens, l'acceptabilité, elle va se faire beaucoup plus facilement parce qu'ils vont finalement décider ce qu'ils vont surveiller et ils vont avoir les outils de surveillance à leur portée. Ah, Et une vraie motivation individuelle pour y aller. Pas forcément une motivation générale où on dit il faut faire du sport, il faut arrêter de fumer, il faut faire ci. Vous devez arrêter de fumer parce que ça améliorera vos risques de survie par rapport à tous les autres éléments de facteurs de risque que vous avez. Et ça, ce sera ton bilan de prévention spécifique à toi. Ouais, donc c'est très, très clair, c'est très intéressant. Bah, écoute, j'ai envie de te dire chiche, rendez-vous en 2050. On se met en mode pause, un peu comme dans Hibernatus et on voit si on avait raison. Mais, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dont tu parles qui, moi, me parlent et j'espère, en tout cas pour notre chère et grande médecine avec un grand thème au pays de Pasteur, qu'on arrivera à les mettre, en exergue, notamment en France. Écoute, merci, c'était super clair, c'était passionnant. Ça mériterait même un deuxième volet tellement on a envie de se projeter déjà en 2050, mais déjà on va finir l'année 2025. Et je rends l'antenne et je dis, bonjour et sincères salutations à tous nos collègues qui nous écoutent. Très bonne journée à tous. Merci Benjamin, bonjour à tous et au revoir.